Bienvenue au parc naturel du Cap de Créus, l'un des joyaux les plus précieux de la Méditerranée. Là où la terre cède la place à une mer sauvage et indomptable. Ici, la nature s'exprime dans toute sa splendeur, offrant un spectacle visuel d'une beauté saisissante. Ce territoire abrite une biodiversité exceptionnelle. Sous la surface de ces eaux limpides se cachent de véritables merveilles. Le Cap de Créus a vu défiler des siècles d'activités humaines qui ont profondément façonné ces paysages. Pendant des générations, les pêcheurs ont puisé dans ces ressources marines et cette biodiversité a joué un rôle essentiel dans la vie des communautés locales. C'est un lieu de rencontre entre l'homme et la nature, où la vie terrestre et marine coexistent dans un équilibre délicat. Créé en 1998, il est devenu le premier parc naturel marin et terrestre de Catalogne. Sa zone marine protégée couvre environ 3000 hectares, soit 22% de la surface totale du parc. Cet espace est divisé en 3 zones à différents niveaux de protection. La réserve naturelle intégrale, la réserve partielle et le parc naturel, chacune jouant un rôle clé dans la préservation de cet écosystème unique. Au fil du temps, des efforts ont été faits pour protéger ce lieu exceptionnel. Mais aujourd'hui, il fait face à de nouvelles menaces, toujours plus nombreuses. La richesse du Cap de Créus est en péril. Les pressions humaines et environnementales s'intensifient, mettant en danger l'équilibre fragile de cet espace précieux. Doncs el Cap de Creus és un lloc únic, és un lloc que jo diria que és molt singular. Per què? Doncs perquè té un paisatge que és difícil de reproduir a qualsevol altre lloc. Té un clima, la tramuntana, la geologia, la diversitat, la història, el patrimoni, i per tant fa que sigui un lloc molt especial, pràcticament únic a nivell no només català ni mediterrani, sinó gairebé a nivell mundial. Pour comprendre comment les menaces affectent cet espace naturel, il faut d'abord observer comment fonctionne un écosystème en équilibre. Dans tout écosystème, il existe une hiérarchie bien définie entre les espèces, appelée réseau trophique. Ce réseau décrit qui mange qui. Il commence avec les producteurs primaires, comme le phytoplancton, les macroalgues ou les plantes marines, qui transforment l'énergie solaire en matière organique. Ils nourrissent ensuite les consommateurs primaires, comme le zooplancton, les invertébrés et les poissons herbivores. Comme ce tunicier planctonique qui vit dans une enveloppe de mucus lui servant à filtrer les particules microscopiques dont il se nourrit. Les consommateurs secondaires et tertiaires sont des carnivores qui se nourrissent des herbivores ou des prédateurs plus petits. Tout en haut de cette pyramide se trouvent les superprédateurs, comme le mérou brun, qui jouent un rôle clé dans l'équilibre de l'écosystème. Le mérou est un animal solitaire. Il n'aime pas partager son territoire. Mais en été, il se regroupe pour se reproduire, profitant des eaux plus chaudes et plus riches en nourriture. C'est une espèce protogyne. Elle naît femelle et devient mâle avec l'âge. Couplé à sa grande longévité, cela le rend particulièrement vulnérable à la surpêche. Capturer les plus gros individus réduit drastiquement la biomasse des mâles reproducteurs, ce qui compromet la survie de l'espèce.
Une autre espèce protogyne est l'antillace, aussi appelée castagnole rouge. Elle vit en petits groupes, dirigés par un mâle dominant et une vingtaine de femelles. Comme chez le mérou, lorsqu'un mâle meurt, une femelle peut changer de sexe pour prendre sa place. La coloration typique du mérou brun est marquée de taches blanches sur tout le corps. Mais ce poisson communique aussi par des postures et des comportements, accompagnés de changements de couleur. Certains signaux traduisent l'agressivité, d'autres sont liés à la reproduction. Bien que le mérou brun soit l'espèce la plus fréquente au Cap de Créos, on y trouve également deux autres espèces de mérou, le mérou rayé et le mérou royal, moins commun car il préfère les eaux plus chaudes. On le rencontre sur les fonds rocheux, où sous camouflage le rend presque invisible. Il peut rester immobile, au repos ou en embuscade, prêt à capturer une proie. Son régime alimentaire comprend des crustacés, des petits poissons et des céphalopodes, mais sa proie principale en termes de biomasse est la pieuvre. La pieuvre est l'un des animaux les plus fascinants de l'océan. Pour chasser ou fuir les prédateurs, elle utilise une stratégie spectaculaire. L'art du camouflage. Elle est capable de changer instantanément la couleur et la texture de sa peau. Elle peut ainsi adopter une grande variété de formes et de teintes pour se fondre dans le décor. Une autre technique de défense, la dissimulation. Elle n'a pas de squelette rigide et peut se glisser dans les moindres recoins. Elle utilise des pierres, des coquillages ou tout ce qu'elle trouve pour se barricader dans son abri et passer inaperçue. Son système nerveux est très développé. La majorité de ses neurones se trouvent dans ses bras, qui peuvent agir indépendamment. Il n'est pas rare d'observer des pieuvres avec un ou plusieurs bras manquants, parfois perdus lors de la reproduction, lorsqu'elles défendent farouchement leur progéniture. Je suis plongeur. Toute ma vie, j'ai cherché à découvrir le monde sous-marin. Et donc, en 50 ans, j'ai 56 ans, en 50 ans, j'ai plongé, j'ai encore plongé et j'ai toujours plongé. Alors, chaque plongée est une découverte. Chaque plongée, on a beau plonger dans les mêmes lieux depuis 10 ans, chaque fois, chaque plongée, chaque jour, chaque heure, ça sera différent. Il y aura de nouveaux poissons, de nouveaux comportements. Et c'est ce qui est bien dans la plongée, c'est qu'on va évoluer dans un milieu qui lui aussi évolue et évolue aussi vite que nous autres. Les écosystèmes marins du Cap de Créos sont extrêmement complexes et les espèces qui y vivent peuvent être classées selon plusieurs critères. L'un des plus fondamentaux est leur mode d'alimentation, herbivores, carnivores ou omnivores, mais aussi selon leur stratégie alimentaire. Lorsqu'un animal est mobile, qu'il chasse activement, tue sa proie et la consomme, on parle de prédateur actif. C'est le cas de la murène.
Elle garde souvent sa bouche grande ouverte, ce qui peut paraître menaçant, mais ce comportement lui permet simplement de faire circuler l'eau pour respirer. Le jour, elle reste cachée dans une cavité et ne sort que rarement à découvert. Contrairement à beaucoup d'autres poissons, elle a perdu ses écailles, ce qui lui permet de se déplacer en arrière sans se blesser contre les rochers. D'autres animaux s'alimentent en broutant ce qu'ils trouvent fixé sur le substrat, comme les algues accrochées aux roches. On les appelle brouteurs. Un des herbivores les plus importants de la Méditerranée est l'oursin. Il vit sur le fond marin et se nourrit des algues et des plantes marines qu'il trouve sur son passage. Mais quand leur population explose, les oursins peuvent transformer des zones entières en véritables déserts sous-marins. Le rouget barbet de roche utilise ses barbillons sensoriels pour fouiller le sable à la recherche de proies. Il avale le sable, le filtre et le rejette par ses fentes branchiales, ne retenant que les aliments, petits crustacés, amphipodes, vers polychètes, mollusques ou petits poissons, attirés par le nuage de sédiments qu'il soulève. Les détrivores, quant à eux, se nourrissent de matière organique en décomposition, présente dans le sédiment. Comme cette matière est peu abondante dans le fond marin, ils doivent ingérer de grandes quantités de sable pour en extraire assez de nutriments. C'est le cas de l'holothurie noire qui utilise ses tentacules buccaux pour récolter la nourriture. Elle possède aussi un mécanisme de défense impressionnant, les tubules de Cuvier, qu'elle peut expulser par l'anus lorsqu'elle se sent menacée. Une fois dans l'eau, ces filaments deviennent très collants et peuvent immobiliser un prédateur. Finalement, certains organismes sont suspensivores ou filtreurs. Ils se nourrissent de particules organiques en suspension dans l'eau. Certains les capturent activement, d'autres passivement, à l'aide de structures filtrantes. Le spirographe en est un bel exemple. Ses panaches délicats lui servent à se nourrir tout en créant un spectacle visuel hypnotisant, au rythme de ses mouvements dans le courant. Une autre façon de classer la vie marine est selon son habitat, autrement dit, où vivent les organismes. Certains vivent sur le fond marin, dans ce qu'on appelle le milieu benthique. Parmi eux, les éponges sont fixées au substrat et ne se déplacent pas. Ces organismes sessiles jouent un rôle fondamental dans la qualité de l'eau, car ils agissent comme de véritables filtres naturels. D'autres, comme les étoiles de mer, bien qu'elles restent en contact avec le substrat, ont une certaine mobilité. Si on observe attentivement,
on peut les voir se déplacer lentement à la recherche de nourriture. D'autres espèces vivent dans la colonne d'eau, dans le milieu pélagique. Certains nagent activement, d'autres se laissent porter par les courants. Par exemple, l'aiguillette, reconnaissable à sa forme longue et effilée, nage près de la surface. Certaines espèces préfèrent vivre en banc, comme les barracudas, ou aussi connus sous le nom de bécunes à bouche jaune, qui chassent plus efficacement en groupe. Alors, ce qui est beau aussi dans la réserve naturelle du Cap Creus, c'est les bancs de barracuda. Il ne sert à rien maintenant d'aller plonger sous les tropiques, d'aller plonger à Tahiti, Nouméa ou ailleurs, ou en mer Rouge. Le barracuda et les bancs de barracuda se trouvent très très bien à la Rata au Cap Creus. Des bancs qui vont être assez denses, de 500, plusieurs centaines d'individus, qu'on peut approcher très très près et voir toute la beauté de leur corps, les écailles, leurs yeux et tout ça, c'est magnifique. Chez cette espèce, on peut observer les couleurs typiques des poissons pélagiques, un dos bleu-vert et un ventre plus clair. Cette coloration sert de camouflage, car selon l'angle de vue d'un prédateur ou d'une proie, le poisson se fond soit dans l'obscurité au fond marin, soit dans la lumière de la surface. Alors, où qu'on soit, à la réserve naturelle du Cap Crès, vous allez rencontrer des bandes de barracuda énormes. Et là, on se sent vraiment tout petit face à la nature. On sent qu'on est très peu de choses et que, vraiment, la nature reprend ses droits et s'installe petit à petit, d'année après année, de plus en plus, dans les eaux belles du Cap Crès. À l'inverse, le poisson-lune nage souvent en solitaire. Mais parfois, on peut aussi observer des regroupements plus nombreux, comme ce banc de 8 individus. Il existe aussi un habitat marin essentiel au Cap de Creus, les prairies de Posidonie. Ces prairies remplissent de nombreuses fonctions écologiques clés. Elles captent le CO2 et produisent de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Elles retiennent les sédiments et la matière organique, ce qui améliore la transparence de l'eau. Et elles jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, en capturant et stockant du carbone dans leurs tissus. Elles constituent également un habitat fondamental pour de nombreuses espèces, dont certaines ont une grande valeur commerciale, en soutenant une biodiversité remarquable.
Parmi les habitants typiques de ces prairies, on trouve le Serran écriture, nommé ainsi pour les motifs sur sa tête, qui rappellent des caractères arabes. Il est facilement reconnaissable à sa tache bleue caractéristique sur le ventre. On y trouve aussi la saupe, une espèce herbivore qui se nourrit principalement d'algues et de posidonie. Elle joue un rôle essentiel dans l'écosystème en régulant la croissance des algues et est considérée comme le seul grand herbivore de la Méditerranée occidentale. Elle nage presque toujours en banc. Alors, ce qui est plaisant en plongée, c'est qu'on peut rencontrer des espèces très, très intéressantes, très vives, très curieuses, qui vont venir, quelle que soit la profondeur d'ailleurs, même dans 10 cm d'eau ou 1 mètre d'eau, vous allez pouvoir voir des poissons qui vont être très joueurs, qui vont venir s'approcher avec vous et jouer avec le plongeur, avec les objectifs. Parmi ces espèces joueuses, on trouve la girelle commune, un poisson connu pour son comportement vif et curieux. Il présente un dimorphisme sexuel et un phénomène appelé protérogénie. Il naît femelle, puis peut devenir mâle avec des différences visibles de couleur et de forme. D'autres espèces, comme les rascasses, perçoivent notre présence comme une menace. Si elles se sentent intimidées, elles adoptent une posture défensive, redressant leurs aiguillons venimeux pour se protéger. Mais les interactions ne se limitent pas à celles entre humains et poissons. La plupart ont lieu entre espèces marines elles-mêmes. Au-delà des relations prédateur-proie, il existe toute une diversité d'interactions, parfois bénéfiques pour les deux espèces. On parle alors de symbiose. Les stations de nettoyage en sont un exemple frappant. Des poissons comme la castagnole noire se placent à la verticale pour se faire nettoyer par des petits poissons comme le crénilabre à queue noire. Le nettoyeur y trouve sa nourriture, tandis que l'autre se débarrasse de ses petits parasites. Dans le commensalisme, une seule des deux espèces tire profit de la relation, sans nuire à l'autre. Un exemple classique est celui du crabe porteur d'anémone. Il profite de la protection des tentacules urticants de l'anémone qu'il transporte sur son dos, alors que celle-ci ne semble ni aider ni gêner. L'anémone de mer commune est également fascinante. Dans ses tentacules vivent des algues symbiotiques, les zooxanthelles, qui lui fournissent des nutriments par photosynthèse. On peut aussi y observer des petits crustacés appelés mycidacées,
qui se déplacent prudemment entre les tentacules. Bien qu'ils ne soient pas immunisés contre les cellules urticantes de l'anémone, ils trouvent refuge contre les prédateurs en restant à proximité. Pour finir, il existe des relations parasitaires, où l'un profite au détriment de l'autre. C'est le cas par exemple des isopodes parasites, présents dans les branchies des poissons. Pour survivre, ces parasites ont besoin que leur hôte reste vivant. Un des parasites marins les plus connus est l'anisakis, un nématode qui infeste les poissons. Il peut aussi affecter la santé humaine si le poisson est consommé cru sans traitement adéquat. Plus loin, nous verrons un autre exemple de parasitisme. Il ne faut pas seulement s'attarder sur ce qui est grand ou spectaculaire. Certains des organismes les plus fascinants sont aussi les plus petits. La chose surprenante aussi sous l'eau, c'est que les gens s'imaginent que l'eau et le monde sous-marin est un monde de silence et un monde assez terne, alors que non, la vie est très colorée. Beaucoup de choses d'ailleurs paraissent être des fleurs, en réalité ce sont des animaux. Et il y a sous l'eau des nudibranches, donc des petites limaces multicolores qui ont vraiment des couleurs magnifiques. Toutes les flabellines, toutes les doris dalmatiennes, tout ça sont magnifiques. Les nudibranches sont des limaces de mer. Certaines, comme la tylodine, se nourrissent d'éponges, notamment de la vérongia, avec laquelle elles partagent la même coloration jaune, ce qui leur permet de se camoufler. Parfois, l'éponge peut être entièrement recouverte par ces nudibranches. D'autres se nourrissent d'algues, comme de la Setebularia ou de la padina. Cette espèce est capable de conserver les chloroplastes des algues qu'elle ingère et de maintenir leur activité photosynthétique jusqu'à 45 jours après ingestion. Ces chloroplastes continuent de produire de l'énergie dans son corps, comme si elle portait de petites plaques solaires intégrées. En été, on peut observer leur ponte d'œufs. Par exemple, Fabellina dépose des rubans d'œufs délicats, tandis que d'autres, comme les doris, les déposent sous des formes plus originales et variées. Mais tous les nudibranches ne sont pas minuscules. Il existe une espèce appelée lièvre de mer, qui peut mesurer jusqu'à 25 cm. On peut l'observer nageant dans la colonne d'eau, grâce à ses extensions latérales. C'est un hermaphrodite, dont la reproduction a lieu au début de l'été. Les accouplements peuvent former de véritables chaînes d'individus, chacun fécondant celui du dessous. On peut souvent observer cette scène dans très peu de profondeur. Les œufs sont déposés sous forme de fils gélatineux, ressemblant à des spaghettis, et peuvent contenir plusieurs milliers d'œufs. Mais les œufs que l'on trouve sous l'eau ne sont pas tous ceux de nudibranches.
Certaines espèces de requins, comme la petite roussette, accrochent leurs œufs aux gorgones. Tandis que d'autres les déposent sur des structures humaines. Mais à qui appartiennent ces pompes mystérieuses? Pour le découvrir, il faut plonger dans ce monde aquatique fascinant de nuit. J'adore les plongées nocturnes. Les plongées nocturnes, c'est un autre monde. On plonge dans un autre monde. Et le voilà, le responsable de la ponte. Le calmar. Les calmars se reproduisent en été. Les femelles déposent des plumées d'œufs blancs, accrochés à différents types de substrats solides. Et ce qui est intéressant, c'est que la plongée nocturne est totalement différente d'une plongée diurne le jour, puisque les poissons seront totalement différents, le comportement des poissons sera totalement différent, et on peut les approcher, voir des calamars qu'on ne verra pas le jour, etc. Donc ça, c'est vrai que les plongées de nuit, c'est vraiment des plongées amazing. La plongée nocturne permet d'observer des espèces actives uniquement la nuit, souvent invisibles en journée. Ces prédateurs se déplacent vers des zones plus superficielles pour chasser, car leur proie s'y réfugie. Le congre est un exemple classique de prédateur nocturne. Tout comme la murène et les poulpes. Lors de ces plongées, on peut aussi observer un autre poulpe du Méditerranée. Reconnaissable à sa couleur rouge et ses taches blanches caractéristiques. Mais l'un des phénomènes les plus surprenants concerne une raie torpille, sur laquelle on peut trouver des sangsues marines. Il s'agit d'une relation parasitique. Ces sangsues s'accrochent aux branchies de leur hôte et se nourrissent de son sang, l'affaiblissant petit à petit. Mais de nombreux organismes sont en danger. Ils souffrent à cause de différents facteurs qui, accumulés et sans action pour les freiner, pourraient finir par détruire la grande biodiversité du parc. Estem notant com la temperatura del mar de manera indubtable està pujant no només a la superfície, sinó a tots els nivells.
durant el darrer mig segle, de mitjana, ha augmentat més d'1 grau a la superfície i més de mig grau a 80 metres de fondària. És a dir, tot el gruix d'aigua s'ha escalfat. Sí, darrerament s'han vist molts canvis d'augments de temperatura. Portem 3 o 4 estius amb aigües molt més càlides que abans. Està augmentant notablement la temperatura en el mar i per tant això el que fa és condicionar també els hàbitats, les espècies i per tant en certa manera una certa degradació o un canvi estructural en els ecosistemes. Ce changement affecte particulièrement les espèces sessiles, celles qui ne peuvent pas bouger. Comme par exemple les gorgones, qui font partie du groupe des octocoraux. Ce sont des organismes qui forment des colonies avec des polypes à symétrie octogonale. Dans ce groupe, nous pouvons trouver la gorgone rouge, le corail rouge, la gorgone blanche et la gorgone orange. Elles sont des composants importants dans la communauté coralligène, contribuant à sa structure, comme le font les arbres dans une forêt. Mais le réchauffement global met en danger ces espèces et l'abri qu'elles offrent à de nombreux autres organismes. L'any 2023, si no recordo malament, vàrem enregistrar una temperatura de 27 graus i mig a la superfície, que és moltíssim això, aquesta zona. À plus grande profondeur, là où les eaux ne se réchauffent pas autant en été, elles sont moins affectées. Lorsqu'une partie de leur tissu meurt, leur squelette est rapidement recouvert par d'autres espèces. Certaines espèces profitent de la structure tridimensionnelle des gorgones pour être davantage exposées au courant, indépendamment de si elles sont vivantes ou non. Nous, les plongeurs, on a vu évoluer cette réserve à très très courte échéance, on va dire sur 5-10 ans. Et ce qui est triste et ce qui est navrant pour nous, c'est que des pans entiers de canyons de gorgones, des lieux entiers sont décimés par une canicule marine qu'on appelle, donc c'est-à-dire c'est des eaux qui vont être de 30 degrés pendant des mois, et donc forcément les gorgones, les coraux, les posidonies meurent suite à cette chaleur. Une autre espèce affectée par l'augmentation de la température est la cladosaure. Un corail colonial à squelette calcaire compact. Il devient de plus en plus difficile de trouver une cladosaure en bon état. Non seulement les animaux fixés, mais aussi de plus en plus, on a vu les Pinna nobilis, donc les grandes nacres. Il n'était pas rare, quand je plongeais gamin il y a 50 ans, de trouver 10-15 nacres par plongée au milieu des posidonies. Maintenant, toutes en totalité
Les centaines de nacres qu'il y avait autour de Cadaqués, autour de Rosas, ont été décimés par un bryozoaire, par un petit parasite, qui les a décimés en l'affaire de 3 ans. Donc l'évolution n'est pas lente. On croyait que l'évolution se ferait de manière lente, en réalité non, elle est très très rapide. Elle se fait pratiquement d'une année sur l'autre. L'augmentation de la température pourrait faciliter l'infection de protozoaires dans les nacres, laissant ainsi place à une autre espèce de nacre, qui s'est révélée résistante à ce pathogène et qui a même semblé bénéficier de la disparition de Pinna nobilis, avec l'observation, dans certains endroits, d'individus hybrides entre les deux espèces et résistants. Mais toutes les espèces ne sont pas affectées. La girelle paon, qui présente également un dimorphisme sexuel, devient de plus en plus abondante, en raison du réchauffement progressif des eaux. Cette espèce est plus thermophile, c'est-à-dire qu'elle préfère les eaux plus chaudes. Mais ce n'est pas seulement la température de l'eau qui change. Le cap de Créos fait face à de nombreuses autres menaces qui mettent en danger l'équilibre de cet environnement. Certaines menaces sont visibles et connues, comme la pollution par les plastiques et microplastiques, qui s'infiltrent silencieusement dans la chaîne trophique. D'autres sont moins évidentes, comme le bruit sous-marin, capable d'altérer profondément le comportement de la faune marine. À cela s'ajoutent les résidus des carburants de bateaux et les déchets chimiques, créant un scénario complexe et délicat pour les écosystèmes marins. Tout cela est aggravé par la présence croissante de bateaux et de touristes, en particulier pendant les mois d'été. Bàsicament, una de les amenaces que tenim avui en dia principals és la sobrefreqüentació, l'augment de gent que ve al parc. Hi ha molta gent que hi ve per gaudir-ne, però també hi ha molta gent que hi ve massivament i que no respecten allò bàsic que és la conservació, el silenci, la tranquil·litat. Avui en dia hi ha més embarcacions que no pas n'hi havia fa 10 anys, fa 20 anys i fa 50, evidentment. Això el que provoca és un cert desgast, una certa pressió sobre els medis submarins, medis marins en general, i per tant des del parc el que es vol fer és garantir que hi ha accessibilitat per tothom en el medi marí, però d'una forma sostenible, que no afecti les padies de Posidònia o que no afecti la biodiversitat, no? De plus, la crise climatique accélère des changements profonds. Les espèces adaptées au froid reculent, et à leur place, arrivent des espèces exotiques qui auparavant n'auraient pas pu survivre ici. I s'està veient que hi ha una regressió, una pèrdua de biodiversitat, una introducció, una colonització per part d'espècies més termòfiles, de llocs d'aigües més càlides, que estan arribant aquí. Són espècies invasores, exòtiques, que abans no hi eren presents perquè teníem hiverns més freds, fins i tot estius no tan càlids, i que estan començant a colonitzar els hàbitats de Cap de Creus. Ces nouvelles espèces peuvent être simplement opportunistes ou invasives, altérant complètement l'équilibre écologique. Le cas de Caolerpa en est un exemple clair, une algue exotique qui prolifère rapidement, favorisée par l'activité humaine et la dégradation des habitats. A nivell marí, el que s'intenta fer pel que fa als hàbitats és intentar conservar els hàbitats existents, evitant les amenaces, per exemple, d'espècies invasores com és la caulerpa o com altres espècies, que estan intentant proliferar en hàbitats que són sensibles. No? I per tant, estem intentant treballar en evitar aquesta proliferació d'espècies amenaçadores.
L'activité humaine a aussi un impact direct. La plongée, bien qu'elle connecte des milliers de personnes avec la vie sous-marine, peut affecter des espèces vulnérables comme les gorgones ou les bryozoaires. Les coups de palme. L'excès de visites dans les grottes. Ou l'utilisation de flashs photographiques provoque des perturbations, voire la mortalité des espèces sensibles. Pensem que el busseig avui en dia és totalment compatible amb la conservació dels valors i per tant que és una manera més d'aproximar-se al medi natural, gaudir-lo de forma sostenible. Une autre menace imminente est le projet de parc éolien marin dans la baie de Rosas. Bien que la transition énergétique soit urgente, ce type de macro-infrastructure peut provoquer des impacts irréversibles si elle n'est pas planifiée correctement avec des critères environnementaux stricts. Hem vist que fins a 135 espècies vulnerables, llavors que són protegides per convenis internacionals, per les directives aus o habitats o també amenaçades en la llista vermella de la IUCN. Hem vist que fins a 135 espècies podrien estar impactades. Aquestes cadenes, per exemple, tenen una afectació que van arrossegant al fons del mar durant tota la vida del parc, que són 30 anys. Llavors, això fa una destrucció d'hàbitat que pot impactar algunes espècies. Altre tipus d'impacte és el soroll i les vibracions que fan les turbines. Es considera que cada turbina fa un soroll d'un baixal gros en funcionament. Si ho acumulem això d'una turbina i que fiquem 30 fins a 80 turbines, és veritat que l'impacte és bastant important. Enfin, la pêche, bien qu'elle soit une activité historique et essentielle pour de nombreuses familles locales, elle doit également relever d'importants défis. La surpêche, les techniques agressives et le changement climatique ont transformé les fonds marins et les espèces qui y vivent. De plus, les prises accessoires ou captures accidentelles d'espèces non désirées, comme les tortues, les requins ou les dauphins, représentent une autre grande menace pour la biodiversité marine. Une autre conséquence de cette menace est la présence d'engins de pêche abandonnés, qui endommagent l'écosystème en s'en mêlant avec des espèces fragiles comme les gorgones. Souvent, retirer ces filets, s'ils sont restés longtemps au fond, peut être encore plus dangereux que de les laisser en place. L'accumulation de toutes ces pressions fait que la conservation du Cap de Créos n'est pas seulement une question écologique, mais aussi sociale et politique. Il est nécessaire de prendre des décisions courageuses pour garantir que cet espace unique puisse rester vivant et sauvage pour les générations futures. Avui en dia hi ha una gran proliferació que és molt interessant del que s'anomena la ciència ciutadana, que vol dir que gent, pel seu propi ànim o per la seva pròpia voluntat, el que fa és fer estudis de conservació, de recerca, estudis científics, aportació de dades, volten per al parc i quan veuen alguna espècie interessant o qualsevol espècie, la introdueixen en bases de dades i tot això és informació que es reverteix en el coneixement i, per tant, en la gestió futura dels hàbitats i espècies del parc. Dans ce sens, la participation de tous est la bienvenue et vous-même,
Vous pouvez y contribuer en faisant partie de projets de sciences citoyennes, comme Observados del Mar. C'est très simple, il suffit de se connecter, de choisir le projet qui vous plaît le plus et de noter tout ce que vous avez pu observer en suivant le parcours scientifique pendant votre plongée. Avec vos observations, vous aidez la communauté scientifique à mieux comprendre les changements dans l'environnement marin et à le protéger de manière plus efficace. Alors le souhait que je pourrais faire en tant que plongeur, c'est que les futurs plongeurs et les générations de plongeurs qui vont me suivre vont voir des choses aussi belles que celles que j'ai pu voir. Le seul souci, c'est qu'il va falloir changer nos comportements. Les hommes devront faire des efforts parce que les animaux, eux, ont du mal à s'adapter et nous, par contre, on a une pression qui est énorme. Et donc, il faut qu'on pense maintenant à l'impact que l'on a sur tous ces milieux marins, puisque comme le dit Paul Watson, quand il n'y aura plus les océans, c'est plus la peine, il n'y aura plus d'hommes. Les océans sont indispensables et sont vitaux. Eux peuvent vivre sans nous, par contre nous, sans eux, c'est sûr, l'espèce humaine ne pourra pas vivre. Jo diria que Cap de Creus és un lloc amb molta singularitat, és un lloc únic, és un lloc màgic, és un lloc on encara es poden veure els valors de la natura d'una forma totalment integrada en l'entorn i per tant jo et diria que és un paisatge que el que fa és captivar a qualsevol persona que hi va.